En 2020, quand le premier confinement arrive, le travail s'arrête brusquement pour Yacine. Plus de formation, plus d'ateliers, plus de contacts. Yacine est DG associé chez SmartView, coach et formateur agile. Et en quelques jours, tous ses projets sont annulés. Mais au lieu de se laisser abattre, Yacine s'est réinventé. Il a transformé ses ateliers en expériences à distance, avec des outils collaboratifs et même un bureau virtuel. Avec Hubert, nous avons interviewé Yacine pendant l'Agito Montpellier en marge de sa conférence « L'agilité à l'ère du télétravail, retour d'expérience et bonnes pratiques ». Lors de sa conférence, Yacine sont des participants. 100% des personnes présentes font au moins 2 jours par semaine en télétravail. Avoir les clés pour travailler à distance dans un contexte agile est devenu essentiel. Dans cet épisode, Yacine partage ses expériences et ses conseils. Il aborde les forces du travail à distance, mais aussi ses faiblesses, les meilleures pratiques et techniques d'engagement, ainsi que les méfiances et les difficultés rencontrées. Et surtout, comment a-t-il su répondre à l'un des principes fondamentaux de l'agilité, prônant les conversations en face à face tout en travaillant à distance? On va parler de télétravail. C'est quoi les principaux défis du télétravail? Surtout, on est à l'Agitour, dans les équipes agiles et par rapport au contexte de l'agilité. Alors, en fait, les défis du télétravail, justement, ça s'inscrit dans un cadre agile. Ma conférence était purement dans un cadre agile. Au fait, tout simplement, essayer d'obtenir exactement les mêmes résultats que quand on était en présentiel. C'est-à-dire, on avait un certain nombre d'instances de travail, de réunions entre équipes, que ce soit les métiers, les techs, les tests, la qualité, enfin bref, tout le monde. On avait une certaine qualité d'échange, de synchronisation d'équipes. On avait du management visuel, on avait beaucoup de choses au fait qui permettent à une équipe agile de savoir où elle va, ce qu'il a fait, ce qu'il a à faire, son rythme de production, ses projections en termes de livraison. On souhaite que le télétravail ne casse pas tout ça au fait. Et on se rend compte que si on ne fait pas attention, si on détériore les canaux de communication, comme certains peuvent le faire, malheureusement, on va avoir un certain nombre de pertes. Alors, ça peut être infinitésimal au début, c'est-à-dire des choses qu'on ne va pas percevoir de suite. Il y a une inertie. Par contre, assez rapidement, quelques sprints plus tard, quelques itérations, on va commencer à avoir un recul de l'équipe. Les équipes ne se comprennent plus aussi bien, les métiers versus les techs. On va constater une baisse de qualité, une baisse de performance, et encore pire, de temps en temps, on voit de la démotivation, de la lassitude. Et ce sont tous des ingrédients qui vont faire que une équipe au sens agile, vous le savez certainement, une équipe au départ, c'est pas une équipe. Il faut du temps pour qu'elle se mette en ordre de marche. Mais malheureusement, on va avoir un petit retour en arrière, et ces retours en arrière vont nous faire beaucoup sur la durée. Et moi, mon objectif, et pourquoi j'ai mis en place et j'ai animé cette conf, c'est tout simplement, c'est pas de dire le télétravail c'est merveilleux, revenir à l'ancienne vie c'est merveilleux, c'est tout simplement de dire c'est quelque chose qui convient au plus grand nombre aujourd'hui, autant employeurs que salariés. Globalement, je parle, il peut y avoir des petits cas ponctuels qui pensent différemment. Et je trouve que, justement, si on fait pas gaffe, si on maintient pas ces résultats qu'on a déjà de ci, de là, on va avoir les démons du passé, c'est-à-dire des gens qui vont manquer de confiance, qui vont vouloir contrôler de façon excessive. On le voit déjà. Et tout ça va finir comme d'habitude, c'est-à-dire on retourne en arrière. C'est-à-dire on va commencer à dire non, on vient beaucoup plus souvent et finalement il n'y aura plus de télétravail. Alors qu'aujourd'hui, ça répond quand même à énormément de contraintes dans la vie. Moins de déplacements, plus de temps pour le travail, plus de temps pour sa famille. Je parle pour moi-même déjà. Quand j'ai pas à faire 3/4 d'heure de route le matin et le soir, ça me donne du temps pour mon travail et pour ma famille également. Tout ça, au fait, je pense qu'une grande majorité des gens ne veulent pas le perdre. À nous de faire le nécessaire pour le préserver. On entend beaucoup actuellement dans l'actualité, dans les médias de grandes entreprises aux États-Unis et aussi en France qui reviennent en arrière. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi, si tu es un CTO ou un VP Engineering qui veut défendre ton équipe face à son PDG qui a entendu ça dans la presse? Déjà, première chose, on est sur des annonces récentes. Franchement, personne ne peut présumer de ce que ça va donner d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois. On ne connaît pas non plus le comportement des mêmes salariés. Imaginons que ces mêmes salariés se mettent à démissionner à tour de bras. Ça donnerait quoi chez Amazon ou autre? En fait, je me méfie beaucoup de ces effets d'annonce parce que c'est amplifié, énormément amplifié.
Ça peut, j'ai effectivement un effet boule de neige, mais je suis de nature optimiste. Et c'est pour ça que j'ai fait cette conférence, en fait. Pour moi, c'est une bonne façon de travailler. On a fait ça pendant 5 ans. J'ai même des équipes qui ont plus performé qu'avant. Donc, juste revenir parce qu'Amazon a décidé de revenir ou un autre grand du marché, perso, je suis pas convaincu. Donc moi, je militerai, c'est ce que j'ai dit lors de la conf. Moi, plutôt, je vais mettre tout mon effort et toute mon énergie pour que les équipes continuent à obtenir des résultats probants, pertinents, satisfaisants, en travaillant tel qu'ils le travaillent aujourd'hui. À savoir, j'ai questionné l'équipe, les participants. Salle pleine, je leur ai demandé qui fait du télétravail. Toute la salle, sauf une personne. Toute la salle. Qui est en full remote. Il y a eu quelques mains qui se sont levées. 4 jours, encore plus. 3 jours. Mais alors là, c'était une folie furieuse. Entre 2 jours et 3 jours, la majorité. Je ne vois pas ces gens changer du jour au lendemain. Et je fais confiance, on va dire, à l'intelligence collective, que ce soit au niveau du management, mais aussi au niveau des équipes, pour qu'elles essayent de trouver l'alchimie qui va faire que ça va continuer à fonctionner. On l'a fait pendant 5 ans. Pourquoi ça fonctionnerait pas plus tard? Bizarrement, c'est maintenant qu'on commence à dire que il y a des inquiétudes, etc. On a fait quoi pendant 5 ans? Il y en a qui disent que l'IA va remplacer quelques postes et du coup que c'est une bonne occasion de laisser partir des gens. Mais c'est pas moi qui dis ça. J'ai assisté à la conférence d'Aurélie Le Guillou ce matin, qui parle d'IA. Il a parlé d'IA l'année dernière. Et j'ai des collègues aussi, Christophe Monnier, Katia Bradke, qui animent des choses sur l'IA aussi. On utilise l'IA, on va pas se cacher, hein, on est franc là-dessus. C'est un super chouette outil. C'est un outil qui permet de... D'ailleurs, le terme a été utilisé, d'avoir une version augmentée de nous-mêmes. Soi-même, ouais. Typiquement, j'ai un truc à traiter, une activité. On a remarqué que l'IA va me prémâcher 60 à 80% du boulot. Néanmoins, il n'en demeure pas moins qu'il faut un peu d'intelligence humaine pour faire la part des choses, pour séparer le bon grain de livret, comme on dit. C'est-à-dire, l'IA, des fois, dit des bêtises. C'est hyper puissant, mais de temps en temps, c'est à côté de la plaque. C'est pas le bon sujet. Pour ainsi dire, j'ai demandé à l'IA de me créer une image agilité et télétravail. J'ai eu des photos de personnes devant un écran en train de faire de la gymnastique. Et il a fallu que je reprécise à l'IA que je ne parlais pas de cette agilité-là, mais d'autre chose. Donc, alors, c'est anecdotique ce que je dis là, mais cet outil est super puissant. Il permet de faire beaucoup de choses, mais je pense que c'est juste on s'en fait une montagne pour pas grand-chose, en fait. Je parle pas de l'IA. L'IA, c'est énorme. Mais rappelez-vous, les plus anciens ont programmé sur des cartes perforées. On est passé à l'assembleur, qui était une révolution à l'époque. On est passé à des langages structurés. Encore une révolution supplémentaire. On est passé au framework. En fait, cette évolution, on l'a déjà, je parle de l'IT, hein, cette évolution pour aller plus vite, pour produire plus vite, pour produire plus de qualité, on l'a toujours eu. Et bizarrement, à chaque moment, on se repose exactement les mêmes questions. C'est quoi cet outil nouveau qui va remplacer les développeurs ou qui va remplacer un tel ou un tel? Je pense que non, ça remplacera pas parce que depuis... c'est le patron d'Intel qui disait, enfin la loi de Moore ou je sais plus quoi, que les microprocesseurs doublaient tous les ans ou je sais pas quoi. Bah, en fait, les besoins qu'on a en IT doublent de jour en jour. Avant, on avait une pauvre application sous un bureau. Aujourd'hui, on a des applicatifs partout. Bah, on a besoin de monde, y compris de l'IA, pour remplir ce contrat-là et assurer et produire pleinement. Du coup, télétravail... forcément, nous, on est en full remote sur notre production. Donc, ça nous parle beaucoup. On a dû adapter pas mal de choses chez nous. Mais je suis curieux de connaître tes secret sauce, tes bonnes pratiques, notamment autour des événements Scrum, Agile. Qu'est-ce que tu fais pour que un daily se passe mieux? Qu'est-ce que tu fais pour que un sprint planning se passe mieux? Qu'est-ce que tu fais pour avoir des meilleurs rétros, des meilleures revues, voilà. Est-ce que tu as des choses à nous dire? Alors,
Lors de ma conf, au fait, j'ai dit que c'était pas que moi, hein, mes collègues et moi-même, on a été confrontés à ça un peu dans la douleur. C'est-à-dire, je pense que c'était autour du 10 avril 2020, quand on a eu le premier confinement, tout simplement, la semaine qui a précédé, tout a été annulé. Nos plans de charge se vidaient, mais vraiment complètement jour après jour. On s'est inquiété, on s'est dit, bon, on va plus bosser, c'est fini, notre métier, c'est fini pendant une période qu'on ne mesurait pas. Et puis, dès la semaine suivante, on a commencé à avoir de nouveau des sollicitations. Et les premières sollicitations, ça a été des formations. Donc, je suis formateur aussi, hein, je suis coach, mais aussi formateur. Et mon premier challenge, ça a été de donner une formation distancielle. J'avais jamais fait ça. Personne de mon entourage ne l'avait fait. Vous connaissez les jeux agiles, les ateliers qu'on fait avec du matériel, avec les mains, etc. Oui. On s'est retrouvé du jour au lendemain à devoir s'adapter à un autre monde qu'on connaissait pas. Toute l'équipe a fait un effort, mais vraiment incroyable. On a, je dirais, 90% de nos ateliers qui étaient des ateliers sur une table avec du papier, des post-it, du scotch. On a tout modélisé dans des outils collaboratifs type Mural, Miro, Klaxoon, etc. Donc ça, c'était le premier niveau. C'est-à-dire, continuer à faire notre boulot, que ça donne de bons résultats, qu'on ait un très bon retour au niveau des formations, etc. On a appliqué à peu près la même chose dans les ateliers. Dans les ateliers d'accompagnement, les cérémonies, les daily scrum, les sprint planning, etc., etc. Un des défis qu'on a eu à résoudre, c'est la durée. Par exemple, un sprint planning, là, la règle, c'est 2 heures par semaine de sprint. C'est-à-dire une équipe qui fait un sprint de 3 semaines, c'est grosso modo 6 heures. Faire une visio de 6 heures, honnêtement, c'est pas faisable. Oui. Donc, les premières adaptations, on les a opérées sur des sujets où la durée ne permet plus la concentration, le focus, etc. On avait de la lassitude, de l'ennui, même des gens qui décrochaient complètement. Et il y a un côté, et donc du coup, l'introduction du refinement, etc., où tu fractionnes cette partie-là, ça vient un peu de là, quoi. La première chose qu'on a commencé à dire, on a dit, on va découper les cérémonies. Il y a des cérémonies qui sont découpables facilement. Un PI planning, on peut. Un sprint planning, c'est très difficile parce que ça engage le sprint. Je peux pas dire, je fais un bout de sprint planning aujourd'hui, un autre l'autre fin de la semaine et un autre parce que j'aurai pas l'engagement de l'équipe pour le sprint. Du coup, là, on a effectivement pensé au refinement, c'est-à-dire une équipe qui va faire plus de refinement que d'habitude va voir son sprint planning déjà pré-mâché, préparé. On n'a qu'à dérouler, les user stories sont connues, les solutions on a déjà réfléchi, le découpage est fait. Les estimations sont faites, donc ça devient une formalité. Et du coup, on fait ça en 1h30, 2 heures, et on a de très bons résultats. L'autre, on va dire, point difficile, c'est tout ce qui tourne autour de la visioconférence. Oui. Justement, dans la conf, je parle d'éléments de communication, enfin, qui sont assez répandus. C'est-à-dire, on a des statistiques sur ce qu'on retient d'une conversation, ce qu'on retient quand on voit, ce qu'on retient quand on montre des choses. Et malheureusement, les premières visios donc distancielles ont donné lieu à quelques comportements. Vous le connaissez certainement, c'est qu'on n'allume pas sa caméra. On va faire une visio en mode téléphone. Et ça, c'est difficile. Ça peut passer pour une petite réunion de pas grand-chose où on n'a pas besoin de lire sur le visage de l'autre ce qui se passe, etc. Il faut bien connaître la personne. Exactement. Quand on n'a pas ça, on n'a aucun feedback. Là, je vous parle, je vous vois hocher de la tête, etc. Donc, ça me donne un feedback. Et ce feedback me permet de structurer le propos suivant, éventuellement de creuser un sujet. Et ça, c'est vraiment le quotidien, par exemple, de Scrum Master, de Product Owner. Un Product Owner qui explique à son équipe, il a besoin de voir dans les yeux de cette équipe qu'elle a compris. Il a besoin de voir le doute, l'inquiétude, etc. Quand on ferme tout et on est en mode audio-téléphone, c'est très difficile. Sans parler de dérives du style on est plus tenté quand la caméra est coupée de faire autre chose. On avait même vu des personnes se lever faire autre chose. Enfin, on les voit pas, mais on se rend compte qu'elles ne sont plus avec nous pendant 5-10 minutes. Et ce genre de choses, on peut pas le faire si on est connecté, si on est visible, si on échange avec les autres. Donc là, c'est un vrai défi. D'ailleurs, la majorité des questions qui m'ont été posées post-conférence portent sur ces éléments-là. On me dit, voilà, dans mon équipe, j'ai ceci, j'ai cela, et les gens ne veulent pas
allumer leur caméra. Hmm. Et voilà. Dans la vraie vie, avant le Covid et avant les confinements, on s'envoyait tous les jours, etc. Aujourd'hui, bizarrement, on se voit pas. Et juste une petite anecdote. J'ai accompagné un grand groupe qui est à Montpellier, mais aussi à Montréal. Là, je parle de 150-200 personnes. Donc, on était sur la démarche SAFE. Et c'était pile poil après le confinement. J'ai démarré avec eux en 2020. Et je me souviens, une fois que tout ça, on n'avait plus le confinement, on a commencé de nouveau à sortir, etc. J'étais au bureau, je suis sorti acheter à manger, et j'ai un jeune homme qui vient me voir, il me dit « Bonjour Yacine ». Ben, je ne savais pas qui c'était. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé maintes fois, je n'ai jamais vu son visage. Ouais, lui, il a vu le mien, donc il m'a reconnu, mais moi, je ne le connais pas. Nous, on a une technique pour essayer de faire en sorte que les personnes activent leur caméra, c'est qu'on a toujours notre caméra. Même quand on est tout seul. Et meeting après meeting, les gens se rendent compte qu'ils mettent pas leur caméra, mais en face il y a la caméra, donc ils ont. Et en plus tu peux les inciter. Tu dis, alors t'as pas la caméra, donc je sais pas si j'ai pas le feedback. Il faut que tu me dises à l'oral ton feedback. Il faut que tu me dises oui j'ai compris ou oui j'ai pas compris. Enfin, tu vois, t'es un petit peu lourdingue comme ça force. T'as d'autres techniques comme ça pour essayer d'inciter un peu. Alors, je fais exactement ça. En fait, quand j'interviens, je sais que déjà en présentiel, il faut un gros effort d'animation, d'implication des interlocuteurs. Oui. Mais alors, à distance, c'est primordial. J'ai testé plein de choses. Typiquement, je pose beaucoup de questions, je mets beaucoup d'exercices, beaucoup d'ateliers. Mais malgré ça, par exemple, quand je pose une question, j'ai 8 personnes en face. Il y en a un qui va répondre. 7 n'auront même pas le temps peut-être de réfléchir. Je ne sais même pas s'ils sont impliqués, engagés dans ce qu'on est en train de faire. Pareil, j'ai monté un tableau collaboratif, c'est sous forme de tableau blanc, sous les outils que j'ai cités tout à l'heure, Mural et compagnie. Et tout simplement, j'ai un board où je demande, quand je pose une question, que tout le monde me répond en mode privé. C'est-à-dire, je pose une question, je vais lancer le mode privé et ils doivent tous me répondre par écrit. Ça me permet de, par exemple, quand j'ai 8 personnes devant moi, d'avoir leur réponse, voir si cette réponse, déjà s'ils ont bien compris ce qu'on est en train de faire, et le cas échéant, creuser un sujet ou poser d'autres questions, etc. Et du moins, ça permet à tout le monde de participer. Alors, c'était pas prémédité, mais j'ai remarqué que dès que je sors cet outil, j'ai beaucoup plus de focus de la part de mes interlocuteurs que quand c'est en mode je pose des questions et réponds qui veut. Oui. Il s'engage un peu plus, quoi. Exactement. Puis après, il y a la technique aussi c'est pour ça que souvent on fait les tours de table au début, c'est quand tu fais parler tout le monde, ça les aide à pouvoir parler par la suite et faire cet effort-là. Nous, on utilise des techniques on a des icebreakers qui utilisent la caméra. Et en gros, tu drôles une photo d'un objet qui est chez toi, comme ça, tu vois, t'as des icebreakers qui utilisent la caméra et ça peut être pas mal, effectivement. Et donc, du coup, ils allument leur caméra pour faire l'icebreaker parce qu'ils vont pas ne pas jouer le jeu. Et donc, du coup, t'as la caméra, tu la gardes. Et puis, une fois que t'as la caméra, tu prends cette habitude. Enfin, voilà, mais oui, après, ce qui est troublant, c'est qu'il y a des études qui disent que la caméra, comme ça, toute la journée en visio et tout ça, c'est lourd. Et ça met une certaine pression psychologique, c'est pas forcément facile pour tout le monde, etc. Et je sais pas, enfin moi j'ai le sentiment, tu me diras ce que t'en penses, j'ai le sentiment que c'est le fait qu'on ait 8 heures de visio dans la journée qui est la partie difficile. Et pas forcément le fait qu'on a pendant 1 heure dû activer notre caméra pour travailler, pour avoir un vrai travail collaboratif avec quelqu'un. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Alors il y a plein de sujets. Effectivement, tu as raison, on n'est pas obligé d'être en visio toute la journée. En temps normal, avant le Covid, avant les confinements, on n'était pas en réunion 8 heures par jour. Exactement. Sauf exceptionnellement. Donc, normalement, on doit avoir des temps où on collabore, des temps où on bosse de son côté, des temps où on se synchronise, et même d'autres temps, on va se croiser dans un couloir ou prendre un café. Et ça, on l'oublie souvent par rapport au télétravail. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Je trouve que dans certaines structures, on est amené à être full visio toute la journée parce que justement, ça revient au manque de confiance qui règne. Et comme on ne voit pas les collaborateurs, on voudrait pouvoir les voir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par des réunions, etc. Ça nous rassure potentiellement sur le fait que tout le monde est sur le pont, que tout le monde est en train de travailler. Je ne pense pas que ce soit une bonne approche.
on doit avoir les réunions pertinentes et on doit laisser les gens travailler en confiance. J'interromps cet épisode 30 secondes pour vous présenter Exabrica, l'entreprise derrière ce podcast. Votre projet IT tourne en rond, les silos se multiplient et votre feuille de route reste floue, il est temps de passer à l'action. Chez Exabrica, nous sommes convaincus que votre projet a besoin de 2 choses pour réussir. La première est d'adopter une approche produit et la deuxième est d'avoir un binôme tech et produit aux commandes. Notre secret, des équipes où architectes, développeurs et designers collaborent en parfaite symbiose avec le product manager, transformant chaque contrainte technique en levier pour votre business. Que ce soit pour lancer un nouveau produit digital, refondre une application existante ou moderniser votre IT, contactez Exabrica et concrétisons ensemble vos projets les plus ambitieux. Allez, on y retourne. J'ai parlé j'ai dit, je l'aborderai peut-être tout à l'heure. En fait, dans ma conf, je parle à la fin d'un sujet qui me touche beaucoup, c'est le risque de l'isolement lié au télétravail. Quand on est dans une entreprise, dans des locaux, bien sûr on bosse, bien sûr on fait des réunions, mais pas que. On se lève, on croise quelqu'un dans le couloir, on prend un café, on se met à 3 quelque part, il y en a qui fument une clope, il y en a qui boivent un café, il y en a qui, tout simplement, ils sont debout, ils parlent de tout et de rien, peut-être du match de foot de la veille ou du match du rugby de ce week-end. On a perdu, malheureusement, si on fait ça, on a perdu ce côté social de l'entreprise. Et si on ne fait que du remplissage par de la réunion, de la visio, etc., franchement, je comprends, il y a une pression qui s'installe. Alors, là aussi, je pense que la question qui va fuser après, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre comme solution à ça. Nous, on a tenté des solutions. La première semaine du confinement, on a mis un outil, c'est du métaverse, hein, tout simplement. C'est les gens qui se connectent, sont comme des petits personnages de jeux vidéo. Et ça modélise des locaux. On peut vraiment dessiner les locaux de l'entreprise. Nous, on s'est un peu éclaté. On a dessiné des piscines, des bars, etc., qu'on n'a pas dans l'entreprise, mais dans notre métaverse, on les a modélisés. Et ça nous sert beaucoup. Typiquement, quand on arrive le matin, on se connecte, on rentre dans les locaux, il n'y a que Vincent et Élie. On passe les voir. Dès qu'on croise quelqu'un, il y a une visio qui s'instancie automatiquement. On n'a pas besoin de programmer, de faire des liens ou quoi que ce soit. Ça s'instancie automatiquement. Et du coup, par exemple, là, je suis dans une salle de réunion avec vous deux. Virtuellement, on est en visio, on peut partager des documents, on peut tout faire. Je sors de la pièce, vous ne voyez plus, je vous vois plus, mais je vois la personne que je croise dans le couloir. Exactement comme si on était physiquement dans l'entreprise. Alors, on a mis ça en place déjà pour éviter les planifications à outrance excessives. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on a un truc à voir ensemble, on rentre dans une salle, on le voit ensemble. C'est simple, pratique. Et puis, le côté social dont je parlais tout à l'heure, de temps en temps, il y en a un, par exemple, qui va dire « café, point d'interrogation ». Il est 16h, il tape « café, point d'interrogation » sur la messagerie. Et là, automatiquement, on voit sur les écrans des personnes se lever de leur place, leur bureau, hein, c'est virtuel, mais on va voir des gens qui vont bouger, qui vont aller vers le bar, là où on a modélisé le bar, ils vont s'installer sur les tabourets et ils vont se mettre à discuter de la pluie et le beau temps. Avec leur café personnel, qui est lui pas virtuel, qui est vraiment réel, mais ils sont en train de discuter ensemble. Les retours qu'on a là-dessus, franchement, sont faramineux. Les collabs, on a des bureaux à Paris, Montpellier et Lyon. Le retour de tout le monde, c'est qu'on se voit beaucoup plus qu'avant. Quand on était en présentiel. En présentiel, il fallait bouger à Paris ou bouger à Lyon pour voir les collaborateurs. Là, on voit tout le monde, je dis pas au quotidien, mais très, très, très souvent. Tu utilises quel outil pour ça? Alors, nous, on a utilisé Gather, c'est G-A-T-H-E-R. Ok. Mais sinon, il y en a d'autres, il y a Work Adventure. Si ça vous intéresse, je peux vous donner quelques liens. Et dans le temps, vous continuez d'utiliser? Parce que moi, j'ai vu des entreprises utiliser ce genre d'outils, mais qu'au bout d'un certain nombre de semaines, mois, ça a un peu abandonné. Alors, comment vous faites pour garder ce côté où les équipes l'utilisent? En fait, c'était devenu notre portail d'entrée à l'entreprise. D'accord. Avant, on venait, on poussait la porte, etc. D'accord. Là, le matin, il y en a même qui gardent l'onglet ouvert. Le matin, dès qu'ils arrivaient, ils apparaissaient sur l'outil. Alors, pour être transparent, on les a énormément utilisés les années Covid, où il y avait du confinement, beaucoup de télétravail, voire même full télétravail. Aujourd'hui, on les utilise un petit peu moins. On les utilise encore pour voir les Parisiens, voir les Lyonnais.
Mais en interne, déjà, on se voit un petit peu plus physiquement qu'avant. Typiquement, on a le lundi. C'est la journée. Je parlais justement dans ma conf du fait de planifier les jours de présence pour que, ça sert à rien de louper le coche. Typiquement, faire une instance importante en distanciel alors qu'on pouvait la faire la veille, on était sur site. Donc, on a travaillé sur cette planification et, par exemple, on a une grande majorité des collabs qui sont là le lundi. Donc, le lundi, on se voit tous, on mange ensemble, on fait des choses des fois extra boulot, on va boire un verre, etc. Donc, ça, c'est fortement sympathique. Et puis, le reste du temps, on utilise ces outils, voire d'autres outils. Des fois, on est aussi amené à utiliser des outils avec les clients parce qu'on travaille tous pour des clients et on s'adapte à leurs outils. Mais on essaie de garder ce lien. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec le recul, c'est que quand on s'oublie un petit peu, il y en a toujours un qui va lever la main. Ou pour qu'on se voit dans l'outil, parce qu'on ne s'est pas vu depuis quelques jours, ou bien pour organiser un truc même physique, avec un restaurant, un bar, venir au bureau, faire une activité, etc. Et franchement, nous, ça nous montre que les collabs veulent se voir. Et ils tiennent à ce lien entre eux. Et franchement, c'est génial. Le jour où ils me diront ça me gonfle de venir au bureau, ça m'inquiéterait. Et est-ce que vous avez des collabs qui, eux, sont en full remote? C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas un jour de présentiel de la semaine? Alors, non. Et tout le monde qui a ce lundi En fait, où vous vous retrouvez? Oui, ou un autre jour. Alors, on a des collabs, par exemple, qui... ça les embête de quitter leur environnement. Chez eux, ils ont un environnement de travail nickel, avec tout ce qu'il faut comme écran, etc. Ça les embête un petit peu. Mais ils font l'effort parce qu'ils savent qu'il y a un autre gars quand on vient au bureau. Il y a autre chose que juste je bosse de chez moi. Donc franchement, ça pose pas de souci. Ça me rappelle une petite anecdote. À un moment donné, notre CSE nous a demandé de travailler sur une charte du télétravail. Et donc, on s'est adressé à des professionnels pour qu'ils nous aident sur le sujet. Et on nous a envoyé une trame, et cette trame était hyper contraignante. Du genre, il faut qu'un collab vienne au bureau, il faut que ça dépasse pas tant de temps d'absence, etc. Ça a été un moment difficile pour nous, même responsables de la société, parce que on allait mettre en difficulté des collaborateurs qui étaient dans un cadre qui leur convenait et qui convenait à tout le monde. Donc, on a fait un travail sur cette charte pour enlever tout ce qui pouvait être bloquant et rendre la collaboration un petit peu plus compliquée. Typiquement, tout ce qui était contrainte, on l'a enlevé. Pour nous, quelqu'un qui vient au bureau, ça doit être volontaire. Alors, bien sûr, on demande aux gens de venir ensemble de temps en temps, mais on ne va pas jusqu'à dire « toi, tu dois venir tel jour, toi, tu dois venir tel jour ». On laisse les choses ouvertes et bizarrement, ça fonctionne plutôt bien. On est assez alignés sur ce point. Il faut s'adapter, il faut que l'entreprise s'adapte et que les gens soient plutôt volontaires, sauf pour allumer leur caméra. Et ça, on en a parlé juste avant. Pour moi, c'est une marque de respect. C'est un avis personnel, ce que je dis là. Oui. Peut-être que d'autres penseraient autrement et peut-être que les générations à venir ont d'autres approches liées au sujet. Mais culturellement, je me suis habitué à parler aux personnes comme on le fait là, face à face. Oui. Pour plein de bonnes raisons. Et du coup, quand je suis derrière mon écran, c'est pareil. Pour moi, c'est une marque de respect de voir l'autre qui nous voit. Je passe la communication, le non-verbal et tous les détails, etc. Mais ne serait-ce que par respect, je ne me vois pas aller dans une salle de réunion avec une cagoule. Ah ouais. Donc, on utilise tous la même image. Oui, mais ça va sur la caméra, ça va sur la caméra qui filme avec un bon angle, ça va sur le fait qu'on a un éclairage à peu près correct pour que on se voit, parce qu'on peut être en contre-jour, un micro pour qu'on s'entende correctement, parce qu'il y a certains micros intégrés aux ordinateurs qui sont juste horribles, on n'entend pas la personne. Et on essaie de gommer un peu cette distance. Enfin, moi, je vois plus dans un mode où, on est à distance l'un de l'autre, mais essayons de gommer un peu cette distance, recréons un peu sa proximité. Si on recrée sa proximité, on va gagner sur plein de tableaux. Exactement. On voit d'ailleurs les outils. On fait énormément d'efforts pour simplifier les choses. Une des premières contraintes, c'était on voit chez moi.
La caméra montre mon placard ou peu importe. Bah, il y a eu un effort là-dessus. Aujourd'hui, on peut flouter, on peut mettre un fond d'écran, donc il n'y a aucun souci. On a joué sur l'audio aussi. L'audio aujourd'hui est meilleur, on peut filtrer les sons, etc., etc. Ça prouve bien qu'il y a un effort fait sur quelque chose de valeur, c'est-à-dire se voir. Et voilà, donc pour conclure, si on fait tout ça pour au final la jouer au téléphone, autant se téléphoner. Yes, super. Tu as parlé de PI tout à l'heure, je rebondis là sur par rapport à l'agilité. Il y a des entreprises qui vont avoir toutes les cérémonies Scrum locales, on va dire, effectivement à distance parce que les gens sont chacun chez eux. Et pour l'agile à l'échelle, pour le PI planning où tout le monde doit se réunir sur un site, là, j'entends souvent dire que c'est souvent en physique, justement. Est-ce que tu partages ça ou est-ce qu'on peut faire des PI planning à 100 personnes à distance? Tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, je t'aurais dit non, c'est pas possible. Mais encore une fois, comme je dis tout à l'heure, on a testé des choses peut-être un peu dans la souffrance. En fait, tout début de l'année 2020, mes équipes revenaient. En fait, moi, j'avais un cas un peu à part. J'ai des équipes distribuées Montpellier, Canada, Montréal. Donc, Covid ou pas Covid, c'est distant. Oui, pas le choix. Ils ont fait l'effort sur un premier PI de le faire partiellement ensemble, etc. Ça n'a pas bien marché, mais pour d'autres raisons. Les équipes n'étaient pas formées. De leur dire, et c'était comme des chiens dans un jeu de quilles. Après, on a été confronté au confinement. Au confinement, on a mis l'outil Gazer dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, tout simplement, on avait une salle plénière, c'est un amphi virtuel, où tout le monde se met pour tout ce qui est vision, explication globale, etc. Et on avait 12 salles pour les équipes, pour tout ce qu'on appelle team breakout, etc. Ça a super bien fonctionné. Encore une fois, si on met les ingrédients nécessaires en place, c'est-à-dire de la préparation, on y va en sachant ce qu'on va traiter, etc. Les équipes font le travail, c'est-à-dire c'est ça qui était drôle aussi, c'est que dans ce métaverse, on voit une équipe qui sort de sa salle, elle va rencontrer une autre équipe pour parler des dépendances, et tout ça est visuel, au fait, on le voit. Et franchement, on a su reproduire un vrai PI à distance, sur une map, où tout le monde la voit à l'écran, on voit les mouvements des équipes, on voit les échanges, etc., etc. Encore une fois, si on bosse comme il faut, si on est impliqué, engagé, focus, etc., il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et là, je parle d'équipe, on est arrivé par période à 250 personnes, donc c'est pas rien. Hein. Génial. Et juste pour info, il y a plus de... Aujourd'hui, il n'y a plus de Covid. Enfin, il n'y a plus de Covid, il y a encore le Covid, mais on n'a plus de confinement, on n'a plus les contraintes qu'on avait à l'époque. Mais cette organisation dont je parle là continue à faire ses PI à distance. Parce que c'est efficace. Parce que c'est efficace, et il y a un autre gars, parce que là, on parle quand même de déplacement Montpellier-Montréal ou inversement. Oui. Si on arrive à faire aussi bien sans avoir la logistique, c'est sûr. Ok, génial. Merci beaucoup. Merci Yacine. Merci à vous. Merci pour ton temps. Merci. Je vous mets le lien en description de la conférence de Yacine. Si vous aimez notre travail, abonnez-vous à On part en prod et à la newsletter disponible sur le site onpartenprod.fr. Je vous recommande également notre échange avec Cécile Roche sur le Lean et surtout le travail en équipe.